C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau bilan macabre dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Une trentaine de personnes ont été tuées dimanche et lundi dans des attaques de plusieurs villages. Ce sont les ADF, un groupe armé d'origine ougandaise qui est pointé du doigt. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. L'Afrique du Sud, endeuillée par des inondations, les intempéries et des glissements de terrain ont causé la mort d'au moins 45 personnes. Ce mardi, les opérations de sauvetage étaient encore en cours. Les détails à suivre. Et puis à la fin de cette édition, on ira en Guinée. Vous verrez que cette année ne fait pas exception. Le mois de Ramadan a vu les prix s'envoler. Les initiatives se multiplient pour soulager les ménages. Reportage de nos équipes à Conakry. Des civils ont été massacrés dans plusieurs villages de la province d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une trentaine de personnes ont été la cible de rebelles. Ce sont les ADF qui sont pointés du doigt, un groupe armé islamiste d'origine ougandaise. Les précisions à Kinshasa de Clément Bonneroux. Selon un représentant de la Croix-Rouge locale, les attaques ont eu lieu dans deux villages autour de Komanda, à 75 km au sud de la capitale provinciale, Bunia. Des hommes armés ont tué au moins 9 personnes à Shaorimoya dimanche et 17 personnes à Mangussou lundi. 4 personnes ont également été retrouvées mortes à proximité d'un pont sur la rivière Ituri. La société civile explique que les attaques ont été particulièrement brutales. Certaines des victimes ont été retrouvées ligotées, d'autres ont eu la gorge tranchée. Des maisons ont été incendiées, de nombreux magasins ont été pillés. Les ADF, les forces démocratiques alliées, sont pointées du doigt. Il s'agit d'une milice d'origine ougandaise active dans l'est du Congo depuis les années 90 et qui est accusée de lien avec le groupe État islamique. Ce mardi, les combats se poursuivaient entre ces miliciens et l'armée. Le porte-parole des FARDC qui nous a expliqué que les rebelles avaient intensifié leurs attaques après avoir été chassés de leur position ces dernières semaines. Pour rappel, l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placés sous état de siège depuis bientôt un an. En décembre, l'Ouganda a déployé plus de 1000 soldats en RDC pour mener des opérations conjointes contre les ADF. Mais malgré tous ces efforts, l'insécurité persiste dans la région. Et toujours en Ituri, la libération des 4 membres de la task force de la présidence, otages du groupe armé Codeco depuis plus de 2 mois. Parmi eux, les 2 anciens chefs de guerre, Thomas Lubanga et Floribert Djabou, membres de l'équipe des émissaires dépêchés en Ituri par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu auprès des miliciens. Cette nouvelle attaque au Bénin, une attaque terroriste meurtrière dans le nord-ouest du pays. Le bilan fait état de 5 morts parmi les soldats des forces de défense nationale. L'attaque a eu lieu à l'extrême nord-ouest du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, dans la zone de la Pendjari, où les groupes terroristes sévissent régulièrement. Direction l'Afrique du Sud. Le pays est durement touché par des inondations. Au moins 45 personnes ont été tuées. Des glissements de terrain causés par plusieurs jours de fortes pluies sont également survenus sur la côte. Les détails avec Laurent Berstécher. Des centaines de containers se déversent sur une autoroute transformée en rivière. La ville portuaire de Durban s'est réveillée sous l'eau ce mardi, submergée par d'importantes inondations après des jours de pluie intense. Surpris par la montée des eaux, certains camionneurs ont failli se retrouver piégés dans leur véhicule. Vers 3 h du matin, j'ai senti le camion trembler et j'ai pensé que quelqu'un m'avait percuté. J'ai ouvert les rideaux et j'ai vu que le niveau d'eau était très élevé. Heureusement, le camion a fini par démarrer. Ce mardi, les autorités déploraient déjà des dizaines de morts dans la province de KwaZulu-Natal, un bilan qui risque de s'alourdir alors que les opérations de sauvetage se poursuivent. Partout dans la région, des glissements de terrain ont détruit des milliers de logements et bloqué les principales routes. Plusieurs centrales électriques ont également été inondées, provoquant d'importantes coupures d'électricité. L'armée sud-africaine a été déployée pour prêter main forte aux secouristes, alors que plusieurs centaines d'habitants étaient encore pris au piège mardi soir. Ceux qui ont pu échapper à la montée des eaux disent avoir tout perdu. Je n'ai nulle part où aller. Plus de maison, rien. La situation est vraiment difficile. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Les autorités sud-africaines ont invité les habitants vivant dans les zones côtières à gagner les hauteurs, alors que de nouvelles pluies sont attendues dans les jours à venir.
On en vient au dernier volet du rapport du GIEC publié le 4 avril dernier, un rapport qui met en avant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de garantir les financements verts dans les pays pauvres. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Harold Girard. L'aide suffisante attendue par les pays en développement n'arrive pas. C'est ce que le GIEC précise dans le dernier volet de son rapport. Ce groupe d'experts dédiés au climat qui travaille sur le réchauffement climatique. Conséquence, en Afrique, les investissements écologiques stagnent alors que partout sur le continent, les possibilités pourraient être énormes, à l'image d'ici au Niger où forcément on pense au développement de l'énergie solaire encore trop peu avancé par rapport aux possibilités du pays. Les structures capables d'accompagner ces projets verts, comme le Fonds de solidarité africain, déplorent la non-tenue de la promesse des pays du Nord vers ceux du Sud. Une promesse, on le rappelle, qui engage 100 milliards de dollars par an d'investissement dans des projets verts. Les ressources financières dont nous disposons ne sont pas adaptées au financement des projets énergétiques, surtout dans le domaine du renouvelable. Et c'est pour cette raison, les engagements qui ont été pris au niveau des différents COP sur le plan international, ces engagements devraient être tenus de façon à ce que les pays pollueurs puissent financer les projets énergétiques qui sont de nature à atténuer les effets du réchauffement climatique. Aujourd'hui, en dehors des engagements, il n'y a pas eu d'action. Le Niger subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. En 2021, le pays a connu une de ses sécheresses les plus intenses, une sécheresse qui a mené à la baisse des rendements agricoles de près de 40%. En 2022, le Niger pourrait connaître sa pire crise alimentaire depuis 10 ans ou plus. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Paul Kagame à Brazzaville, le président rwandais est en visite officielle de 3 jours en République du Congo. Il a appelé à une collaboration constante dans la région des Grands Lacs pour lutter contre l'insécurité et contre les groupes armés, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC qui connaît actuellement un regain de violence entretenu par les rebelles du M23, Kinshasa qui accuse d'ailleurs Kigali de soutenir ce groupe. L'Algérie accuse le Maroc d'une frappe meurtrière aux confins du territoire disputé du Sahara occidental. Alger parle d'assassinat ciblé. Le bilan fait état de 3 morts. Selon des médias liés aux indépendantistes sahraouis, une attaque aérienne attribuée au Maroc a visé tôt dimanche des camions près de la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental, faisant 3 morts dont la nationalité n'a pas été précisée. La reprise des liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne, suspendue en 2020 en raison de la crise sanitaire et diplomatique entre Rabat et Madrid. Cette reprise marque la réconciliation entre les deux capitales. Madrid a mis fin après d'1 an de crise, reconnaissant le plan d'autonomie marocain pour le territoire du Sahara occidental. En Guinée, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, veut désormais que la bauxite soit transformée sur place dans le pays. Au cours d'une rencontre avec les sociétés minières, le président de la transition guinéenne a ordonné aux entreprises de soumettre des propositions et calendriers pour la construction de raffineries de bauxite en Guinée. Écoutez. Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffineries d'aluminium en Guinée. Cependant, le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. En dépit du boom minier du secteur bauxitique, force est de constater que les revenus escomptés sont en deçà des attentes. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. On reste en Guinée où la hausse des prix qui intervient chaque année au mois de Ramadan est bien là. Elle a été accentuée par la guerre en Ukraine et la hausse des carburants. Le prix du riz, de l'huile ou encore du sucre s'envole alors que ces produits de première nécessité sont subventionnés par le gouvernement. Face à la situation, les initiatives se multiplient pour soulager les ménages. À Conakry, le reportage de Sarah Sako et Malik Diakité. Tous les jours, depuis le début du Ramadan, Ousmane Keïta sillonne les marchés de la capitale.
comme ici à Lambani, en grande banlieue de Conakry. Comment ça va? Son objectif, persuader les commerçants de respecter les prix plafonds fixés par les autorités alors que le cours des denrées flambe. C'est très dur pour les consommateurs en ce moment. Nous sommes dans un contexte mondial un peu compliqué dû à la guerre donc en Ukraine et aussi à la Covid-19. Donc les prix plafonds qui ont été donnés par la Chambre de commerce, nous estimons que ces prix-là doivent être respectés par les commerçants de façon à alléger le panier de la ménagère. Donc vous vendez ici un peu plus cher. Ce commerçant ne se laisse pas convaincre facilement. Supposons qu'on paie le sac de riz à 300 000 à Madina, on paie le frais de chargement à 1 000 francs, on paie le transport à Sousse à 5 000 francs. Nous aussi, il faut qu'on gagne un peu. Face à la flambée généralisée des prix, des initiatives solidaires voient le jour. La foire du Ramadan, une première dans le pays, propose des produits de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. Un soulagement pour Awa Keita qui fréquente le site tous les jours. Toutes mes provisions du Ramadan, je viens chercher ici maintenant. La boîte de 50 000 que j'ai l'habitude de payer au marché, je trouve ici à 35 000. Le carton à 200 000 au lieu de 350 000. Monsieur, je ne prends plus ici. Je veux la boîte. Il n'y a pas peur, madame. Encadrement des prix des denrées de première nécessité, interdiction faite aux commerçants de réexporter les produits subventionnés comme le riz ou le sucre. Les autorités qui ont multiplié les mesures dernièrement se veulent rassurantes. Nous avons des quantités suffisantes de denrées de première nécessité sur le marché. Et là, maintenant, la deuxième phase, c'est effectivement le contrôle du prix. Mais nous sommes en train de travailler et très rapidement, vous verrez qu'une variation de 4-5%, je pense que c'est dans la fourchette acceptable. L'inflation vient encore ajouter à la précarité de nombreux Guinéens. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et on termine notre tour d'horizon par la Libye, un pays dont le patrimoine est menacé en raison de la guerre et du chaos. Le pays a pu tout de même récupérer des objets pillés renvoyés par les États-Unis, des objets volés qui ont été découverts par le département de la sécurité intérieure et des biens culturels américains. À ce jour, les autorités new-yorkaises ont rendu plus de 1500 objets volés dans le monde. Camille Nedelec. Tapis rouge pour ces VIP tant attendus. Plusieurs objets anciens d'une valeur culturelle inestimable ont été récemment restitués par les États-Unis à la Libye lors d'une cérémonie. Nous sommes très fiers de travailler avec les autorités libyennes pour le retour de ces antiquités importantes. Le processus de retour des objets culturels est incroyablement complexe. Il nécessite un partenariat solide. Voici l'un des objets le plus prisés de la collection. Une femme au visage voilé, il n'en existe qu'une dizaine datant de cette époque et au regard éternel. Sculptée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle vient du site archéologique de Cyrène, au nord du pays. Tout comme ce buste, celui d'un homme vivant autour du IIe siècle après Jésus-Christ. Il y a 20 ans, des trafiquants leur ont coupé la tête et les ont vendus. Toutes ces antiquités ont été découvertes lors de fouilles aléatoires et ont été retirées de Libye de manière illégale. Elles n'ont pas été volées dans des musées ou des entrepôts libyens, car elles n'ont jamais été enregistrées chez nous. Plusieurs sites archéologiques libyens datant de l'Antiquité sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais l'insécurité chronique dans le pays empêche leur surveillance au quotidien. Ce patrimoine unique est aujourd'hui en danger de disparition. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.